Les horloges ne mesurent pas le temps, puisque le temps n'existe pas. Elles mesurent la durée de leur histoire. Si je décide demain d'habiter cette maison, est-ce que c'est vraiment moi qui l'ai décidé ou est-ce que c'était mon destin qui était déjà écrit ? Bonjour Marc Lachaiseray. Bonjour. On est très content de pouvoir vous accueillir ici dans l'émission. Alors on va pouvoir parler d'un sujet que je trouve assez passionnant. Enfin, avant de l'étudier, je ne savais pas à quel point il pouvait être passionnant. On va parler de temps. Parce qu'en fait, le temps, comme beaucoup d'autres phénomènes dans la physique, quand on compare ce que nous dit la science avec des fois l'intuition qu'on a, il y a quand même un gap. Voilà, je pense par exemple Tout à fait, oui. au fait que le simple fait que la Terre soit ronde, ça peut être des fois un peu contre-intuitif. Le fait aussi que 1 kilo de plume et 1 kilo de plomb, en théorie, c'est attiré de la même manière, enfin à la même vitesse. Beaucoup de phénomènes qui sont contre-intuitifs. Et ce qui est fascinant, c'est que ce côté contre-intuitif, on le retrouve aussi par rapport au temps. Voilà, donc on va pouvoir en parler. Alors avant tout, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Donc vous êtes astrophysicien ? Moi, je suis astrophysicien, mais surtout physicien, quoi. C'est-à-dire, je dirais même physicien théoricien. Et la raison, c'est que, enfin, il y a plusieurs raisons, bien sûr, mais c'est que pour faire de l'astrophysique, il faut avant tout faire de la physique. Et de la physique, je dirais la physique moderne, c'est-à-dire la physique relativiste, c'est-à-dire celle des théories de la relativité d'Einstein, et aussi de la physique quantique, parce que la plupart des phénomènes qui se déroulent dans l'univers sont régis par les lois de la physique quantique. Donc on ne peut pas faire d'astrophysique si on ne connaît pas cette physique. Le temps, on l'utilise tous les jours, on Bien utilise sûr. nos horloges, nos téléphones. Bien sûr. Et globalement, ça a l'air quand même de plutôt bien fonctionner. Alors oui, mais c'est un peu analogue au problème de la Terre plate, parce que si vous voulez, quand vous jouez au football par exemple, ou quand vous marchez dans la rue, vous avez l'impression que le sol est plat, que la Terre est plate. Même si vous vous déplacez dans Paris, vous avez l'impression qu'à l'échelle de Paris, le sol est plat. Et donc intuitivement, vous allez penser que le sol c'est plat, et que la Terre est plate, etc. Et donc il y a beaucoup de gens qui croient encore que la Terre est plate. Le temps, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'échelle locale, à l'échelle des dimensions et des durées que vous avez l'occasion de rencontrer, le temps fonctionne. C'est une notion qui est complètement valable, complètement pertinente, et vous avez tendance à croire que c'est la même chose dès qu'on a des vitesses importantes, dès qu'on a des durées importantes, dès qu'on est dans un champ de gravitation, etc., alors que c'est complètement faux. Et c'est une question de précision finalement, parce que nos montres ne sont pas très sensibles à l'échelle de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Disons qu'en gros, la précision d'une montre, c'est quoi ? C'est peut-être, si vous avez une très très bonne montre, je dirais 1 seconde de précision sur une année. Et encore, je crois que déjà j'exagère un peu. Bon, c'est quoi ? Ça veut dire que c'est une précision du millionième. Les effets qui manifestent la non-existence du temps, c'est plutôt à l'ordre du milliardième ou même d'une fraction de milliardième. Et aujourd'hui, avec les horloges atomiques, on est capable d'enregistrer, de manifester ces différences, c'est-à-dire de montrer que le temps n'existe pas, avec une précision qui est le milliardième de milliardième. Donc avec nos montres, on est très loin de pouvoir s'en apercevoir. Avec nos sensations, c'est, je dirais, encore pire. Donc dans la vie courante, on peut très bien faire comme si le temps existait. Et les exemples que je vais vous donner tout à l'heure qui montrent que le temps ne peut pas exister, ce sont des exemples dont nous sommes absolument incapables, même avec nos montres qui ont une précision finalement limitée, nous sommes complètement incapables de nous en apercevoir. Donc dans la vie courante, je vais dire, on s'en fiche complètement que le temps n'existe pas, on s'en fiche complètement que la Terre ne soit pas plate à grande échelle, on peut très bien faire comme si la Terre était plate et comme si le temps existait, ça fonctionne. Et c'est pour ça que je dis souvent que le temps c'est plutôt une construction sociale qu'une notion qui est valable dans le cadre de la physique. D'accord, donc là il y a une expression qui m'a interpellé, c'est faire comme si le temps existait, donc Voilà. ce qui sous-entend que le temps n'existerait pas ? Oui, et je vais vous montrer de quelle manière, effectivement, le temps n'existe pas. On
on en a des preuves qui sont vraiment tout à fait flagrantes, à condition d'utiliser des instruments qui permettent de le mettre en évidence. Mais c'est comme la Terre plate, hein, c'est-à-dire on fait comme si la Terre était plate dans la vie courante. Peut-être la seule exception, c'est quand vous prenez l'avion, parce que quand vous prenez l'avion, vous suivez des trajectoires qui ne sont pas des lignes droites. Vous ne pouvez pas aller de Paris à New York en ligne droite. Il faudrait pour ça traverser la croûte terrestre, c'est complètement impossible. Donc vous suivez une courbe, et cette courbe suit la courbure de la Terre. Donc voilà un moyen que vous avez de vous apercevoir que la Terre n'est pas plate. Bon, pour vous apercevoir que le temps n'existe pas, il suffit d'utiliser non plus votre montre, mais une horloge atomique. Et je vais vous citer quelques expériences qui non seulement montrent ça, mais ce qui a de beaucoup plus intéressant, c'est que ces expériences dont je parle, qui permettent de mettre en évidence que le temps n'existe pas, en fait, ces expériences, elles fonctionnent en montrant certains décalages entre des horloges. Si les horloges mesuraient le temps comme on le croit, eh bien, elles devraient, une fois qu'elles sont synchronisées, rester synchronisées, parce qu'elles sont tellement précises qu'il n'y a absolument aucun problème de désynchronisation qui serait due à leur fonctionnement. Et en fait, elles se désynchronisent, c'est ça qui manifeste le temps. Et ça, on s'en est aperçu maintenant depuis à peu près un demi-siècle. On a la preuve vraiment que le temps n'existe pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que non seulement maintenant on a la preuve que le temps n'existe pas, mais qu'on utilise cet effet comme un outil pour mesurer d'autres choses. Par exemple, si vous voulez utiliser le GPS, le système de repérage qu'on a avec, souvent dans nos téléphones portables, eh bien là, ça met au profit le fait que le temps n'existe pas et que donc il y a des décalages entre, par exemple, les horloges qui sont sur Terre et celles qui sont dans les satellites. Un autre exemple, c'est que, enfin j'anticipe sur ce que je vais dire plus en détail tout à l'heure, c'est que par exemple, on s'en sert comme altimètre, c'est-à-dire qu'une horloge qui est au sol et une horloge qui est en altitude, même à une dizaine de mètres, même dans les cas très précis à quelques centimètres, eh bien, il est impossible de la synchroniser avec une horloge au sol. Et cette désynchronisation, on peut la mesurer et on peut l'utiliser comme un outil qui va nous donner l'altitude de l'autre horloge. Donc aujourd'hui, on commence à construire des altimètres qui sont basés sur cet effet, qui ne fonctionneraient pas si le temps existait, qui sont vraiment donc la manifestation très directe de la non-existence du temps, et on s'en sert comme un outil pour mesurer les altimètres et se donne les altimètres les plus précis qui existent sur Terre aujourd'hui. Et tout ça, c'est permis parce qu'on a aujourd'hui des horloges atomiques qui ont une très grande précision et qui en même temps ne sont pas obligés d'être confinés dans le sous-sol, dans le laboratoire où ils occupent une pièce entière, mais elles deviennent suffisamment solides et suffisamment maniables pour qu'on puisse les emmener sur un chantier, au pied d'une montagne, etc., et s'en servir comme altimètre. Et donc l'altimètre, ça commence à être utilisé, mais je pense que dans 5 ou 10 ans, toute l'altimétrie, qui est une science qui sert évidemment pour la construction, pour les études de terrain et tout ce que vous voulez, va fonctionner de cette manière. On s'en sert aussi comme détecteur pour la prospection, c'est-à-dire que les horloges sont sensibles à la gravitation, c'est-à-dire dès qu'il y a un champ gravitationnel, ça manifeste ce fait que le temps n'existe pas d'une manière très concrète qu'on peut mesurer par les horloges. Et si par exemple vous avez sous la surface terrestre un gisement d'eau ou un gisement de pétrole ou au contraire un gisement, je ne sais pas, de tel ou tel minerai qui est un peu plus dense que la Terre, eh bien ça va changer le champ gravitationnel et donc ça va faire que les horloges sont désynchronisées parce que justement les horloges n'indiquent pas le temps et en mesurant cette désynchronisation, vous pouvez vous apercevoir que eh bien, l'horloge numéro 2 par rapport à l'horloge numéro 1, elle est désynchronisée et ça manifeste la présence d'une nappe de pétrole ou d'un gisement de minerais, de je ne sais quoi, etc. Et donc on commence à se servir aussi de cet effet pour la prospection. Et donc, pourquoi je dis ça ? Parce qu'au départ, quand Einstein a compris que le temps n'existait pas,
eh bien, c'est quelque chose qui a surpris tout le monde, que les gens ont eu beaucoup de mal à avaler, comme je suppose la plupart des spectateurs de cette vidéo. On leur dit que le temps n'existe pas, ils vont dire mais on s'en sert tout le temps dans la vie courante, et ça a été la réaction de tout le monde à l'époque d'Einstein, y compris des physiciens, y compris des philosophes, etc. Et petit à petit, on a réussi, avec l'amélioration de la précision des horloges, à s'apercevoir que c'était bien le cas. Donc il y a eu une première étape après qu'Einstein ait dit ça et construit cette théorie de la relativité où on a confirmé, disons, ce que disait Einstein. C'était une période de confirmation. Aujourd'hui, on est à un stade suivant où on utilise ces effets comme des outils pour autre chose, pour la prospection, pour l'altimétrie, pour le repérage, etc. Donc c'est quelque chose qui est vraiment rentré dans la pratique courante des physiciens. D'accord, ok. Alors, pour revenir un petit peu à la base, l'idée que le temps n'existe pas, ça part d'une théorie. Comment est-ce que Einstein a eu cette intuition? Comment est-ce qu'il est arrivé à cette conclusion? Alors, non, justement, ça ne part pas d'une théorie. C'est ça qui est intéressant. Souvent, les gens disent c'est Einstein, par sa théorie, qui énonce que le temps n'existe pas. C'est différent. C'est Einstein qui s'est aperçu, en analysant certaines expériences sur lesquelles on pourra peut-être revenir, que le temps ne pouvait pas exister, et il s'est donc dit il faut reformuler la physique en se débarrassant du temps, puisque le temps n'est pas une bonne notion à utiliser en physique. Alors comment Einstein s'est aperçu que le temps n'existait pas? En réfléchissant à des problèmes de synchronisation. Et c'est-à-dire, il s'est dit, par exemple, alors il faut savoir que l'époque d'Einstein, c'est la fin du 19e siècle, enfin début du 20e siècle aussi, à cheval sur les 2 siècles, et c'est la période où on commençait à installer les réseaux de voies ferrées. C'est-à-dire que le monde s'équipait petit à petit en voies ferrées et avec ces moyens de communication que constitue le train. Et donc, si vous voulez faire fonctionner un réseau de voies ferrées, eh ben, il faut que vous ayez des horloges qui soient synchronisées entre, par exemple, Paris et Berlin. Donc, comment s'assurer que l'horloge de Paris et l'horloge de Berlin indiquent bien la même heure? Ce n'est pas très facile, il faut envoyer un signal. Oui. Sauf que si vous voulez synchroniser les 2 horloges, vous envoyez un signal, mais le signal, il arrive pas tout à fait au même moment, parce qu'il met une certaine durée pour se propager de Paris à Berlin. Donc, si vous envoyez un signal de Paris en disant « il est midi », il va arriver à Berlin un petit peu plus tard que midi. Donc, il faut en tenir compte, mais comment en tenir compte exactement? Bon, Einstein a beaucoup réfléchi à ces questions, et il s'est aperçu que, finalement, la synchronisation entre les horloges n'était pas du tout quelque chose de facile à faire, et que finalement, dans un certain sens, ça devenait impossible. À cause de quoi? À cause du fait que n'importe quel signal que vous utilisiez, eh bien, ce signal met un certain temps, une certaine durée pour se propager. Et que donc on ne peut pas dire instantanément depuis Paris, il est midi, et que vous receviez le même signal à Berlin où il serait midi aussi. Alors Einstein a beaucoup réfléchi là-dessus, il s'est dit est-ce qu'il pourrait exister un moyen de synchroniser les horloges, c'est-à-dire si j'ai un copain à Berlin, une manière d'être certain que quand je lui dis il est midi, il sache qu'il est midi, etc. Et il s'est aperçu que c'était impossible. Pourquoi? Parce qu'on ne peut faire ça qu'en envoyant des signaux dans un sens et dans l'autre. Et il a montré que si, par exemple, il est midi chez moi et que je dis il est midi aussi à Berlin en utilisant moi-même un processus de synchronisation, le copain à Berlin, il va dire non, 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 tu t'es trompé, il n'est pas midi en même temps ici, il est midi moins 1. Et il a montré que c'était impossible d'arriver à une synchronisation. Alors, évidemment, la différence, ce n'était pas des minutes, c'était des fractions de secondes. Mais dans le principe, il a montré que c'était quelque chose d'impossible. Et ça voulait dire quoi? Que la simultanéité n'existe pas. C'est-à-dire que de dire « il se passe quelque chose ici en ce moment et il se passe autre chose à Berlin au même moment », ça n'a aucun sens. Parce qu'au même moment, de mon point de vue, et au même moment du point de vue du copain à Berlin, ou alors maintenant on pourrait dire sur la planète Mars ou sur la Lune, eh bien ça n'a aucun sens, ça ne veut pas dire la même chose. Donc
cette notion de simultanéité n'a aucun sens, ou plutôt elle a un sens différent pour tout le monde. Or, si le temps existe, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sois capable ou non de le mesurer, ça a un sens de dire il est midi ici, il est midi à Berlin, il est midi sur la Lune, etc. Et ce qu'Einstein a montré, c'est que ça n'avait pas de sens. Donc, il en a déduit de manière tout à fait logique. Là, je vais un peu vite dans le raisonnement, mais si vous le faites à tête reposée, vous apercevrez que c'est tout à fait logique. S'il est impossible de définir la notion de simultanéité, ça veut dire que le temps ne peut pas exister. Donc Einstein s'est aperçu que le temps ne pouvait pas exister, et tout ça rentrait dans un débat qui existait déjà dans la physique depuis longtemps, en gros depuis le fait que on s'était aperçu que la vitesse se propage à une vitesse finie. Ça a été découvert à la fin du XVIIe siècle. Et petit à petit, les astronomes s'en sont convaincus. D'ailleurs, la vitesse de la lumière est toujours constante. Et on pourrait faire un autre raisonnement, ce n'est pas celui qu'Einstein a fait au début, mais ensuite d'autres physiciens l'ont fait, c'est que finalement, si la lumière se propage toujours à vitesse constante, eh bien, c'est incompatible avec la physique newtonienne qui est fondée sur la notion de temps. Le simple fait que la lumière se propage toujours à la même vitesse est incompatible avec l'existence du temps. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on peut démontrer très facilement. Donc, est-ce que vraiment la lumière se déplace toujours à vitesse constante? Eh bien, les physiciens se sont posé la question d'une manière qui a déclenché un débat un peu dramatique au milieu du XIXe siècle, avec une célèbre expérience qui s'appelle l'expérience de Michelson et Morley, où on a fait une mesure de la vitesse de la lumière très précise. Je passe encore une fois tous les détails parce que c'est quelque chose qui est bien connu, mais qui mérite quand même pas mal de temps et d'application pour être exposé. Mais disons, au milieu du XIXe siècle, il a été confirmé d'une manière extrêmement précise que la vitesse de la lumière est toujours constante. C'est-à-dire, au lieu de s'additionner avec une autre vitesse, elle ne s'additionne jamais. C'est-à-dire, vous vous déplacez vous-même à une vitesse très grande, par exemple dans un avion aujourd'hui, vous émettez de la lumière à la vitesse de la lumière, eh bien, celui qui reçoit la lumière au sol ne la reçoit pas à la vitesse de la lumière plus la vitesse de l'avion, mais à la vitesse de la lumière qui donc est toujours la même et ne se compose pas avec la vitesse à laquelle on l'a émis. C'est-à-dire que s'il y a un observateur au sol et un observateur dans l'avion, les deux voient la lumière à la même vitesse. Exactement. Alors ça paraît totalement contre-intuitif. C'est pour ça que cette expérience célèbre de Michelson et Morley, je répète, a été menée au XIXe siècle, et c'est quelque chose qui a stupéfié complètement la communauté des physiciens. Parce que ça voulait dire que finalement, la physique newtonienne ne fonctionne plus, et elle ne fonctionne plus dans ce qu'elle a de plus profond, c'est-à-dire le fait qu'elle soit basée sur l'existence de l'espace et du temps. Donc il fallait remettre ça en question, sauf que tous les physiciens se sont trouvés confrontés à ce problème, ils ont donné des réponses partielles à tout ça, mais aucun n'a eu, comment dire, le courage, je pourrais dire, c'est presque une notion de courage, enfin disons, n'a osé remettre en question l'existence du temps. Et c'est pour ça qu'ils ont piétiné pendant un demi-siècle, jusqu'à ce que Einstein, en 1905, énonce sa théorie de la relativité restreinte en disant « Voilà, je pense que maintenant, il faut prendre compte du fait que le temps n'existe pas, ne peut pas exister, et reconstruire une physique qui est basée sur autre chose que le temps, qui va être ce qu'on appelle l'espace-temps. » Et donc, contrairement à cette idée que Einstein a énoncé une théorie qui dit que le temps n'existe pas, ça ne s'est pas passé de cette manière, c'est que Einstein a constaté que le temps n'existe pas, enfin tout le monde l'avait constaté sans comprendre que ça impliquait la non-existence du temps, et ensuite il a construit une théorie qui prend compte de cette non-existence et qui permet de faire de la physique en l'absence du temps. Alors, au début, cette théorie n'était qu'une théorie complètement abstraite, dirais-je, sans aucune vérification. Et puis petit à petit, lorsqu'on a commencé à
avoir affaire à des particules qui sont très rapides, comme par exemple les rayons cosmiques ou un peu plus tard dans les accélérateurs, ben on s'est aperçu que oui, il était absolument impossible de rendre compte de ce qui se passe avec les rayons cosmiques, de ce qui se passe avec les particules dans les accélérateurs, si on suppose que le temps existe. Donc, lorsqu'on fait cette physique-là, eh bien, on se passe complètement de la notion de temps. Lorsque maintenant, alors ça c'est venu ensuite après l'époque d'Einstein, on a commencé à faire de la navigation spatiale, et puis des télécommunications spatiales, et puis de l'astronomie de plus en plus précise. Et là, on s'est aperçu, c'est pareil, il est absolument impossible de rendre compte de ce qu'on voit en supposant que le temps existe. Donc, il faut qu'on utilise ce nouveau cadre dans lequel se déroule la physique, qui est celui de l'espace-temps. Et souvent, les gens disent de manière un petit peu simplifiée, l'espace-temps, c'est la réunion de l'espace et du temps. Non, ça n'est pas ça. C'est quelque chose de vraiment différent, de quelque chose de complètement nouveau. Ça n'est pas la réunion de l'espace et du temps, c'est quelque chose qui est plus global, qui s'appelle l'espace-temps, qu'on ne peut pas dissocier en espace et en temps, bon, sauf dans certaines circonstances particulières que je vais expliquer aussi, ce qui nous permet, nous, les humains, d'utiliser cette notion de temps dans la vie courante. Hein, il y a deux raisons pour ça. Il y a une raison, c'est que nous n'avons pas, encore une fois je le redis, des montres de précision suffisante pour nous apercevoir que ça ne fonctionne pas. Et l'autre raison, c'est qu'à l'échelle de l'univers, tous les êtres humains, on est tous au même endroit, on va tous à la même vitesse, c'est-à-dire que même si on va à la vitesse du son, c'est-à-dire la vitesse des avions supersoniques les plus rapides, on est quand même à 1/1000e de la vitesse de la lumière. Oui. Ce qui veut dire que les effets que pourrait enregistrer la non-existence du temps, ils sont 1/1000e au carré, c'est-à-dire 1/1000e de milliardième. Et on est complètement incapable d'atteindre une précision de ce genre. Donc, dans la vie courante, ça va très bien. Ça va très bien, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, on peut très bien faire comme si la Terre était plate à notre échelle, mais dès qu'on a affaire à des particules ou des objets qui vont très vite, non, ça ne fonctionne plus. Dès qu'on a affaire à un champ gravitationnel qui n'est pas complètement négligeable, ça ne marche plus. Et sur Terre, on est toujours dans le champ gravitationnel. Et quand on est dans un satellite, il y a une très grande différence entre le champ gravitationnel dans le satellite, qui peut même être quasiment inexistant, et le champ gravitationnel sur la Terre. C'est pour ça qu'il n'y a absolument aucun rapport entre, on pourrait dire, ce que le cosmonaute dans un satellite appelle l'écoulement du temps et ce que nous, on appelle l'écoulement sur Terre. Ce sont deux choses différentes, qui n'ont pas de correspondance entre elles, c'est-à-dire il est impossible de définir une notion de simultanéité entre le satellite et nous. Par exemple, si je suis en train de me poser la question « qu'est-ce qui se passe en ce moment précis dans le satellite ?», ça n'a aucun sens. Et si je trouve un moyen de répondre à cette question, et Einstein a mis au point un système qui s'appelle la procédure d'Einstein, qui permet de savoir qu'est-ce que pour moi, terrien, ça veut dire ce qui se passe en même temps dans le satellite, je vais dire, au moment où je parle très exactement, le cosmonaute dans le satellite est en train d'appuyer sur le bouton rouge. Si le cosmonaute dans le satellite fait exactement la même manip, la même manipulation, la même procédure, s'il applique exactement la même procédure, il va dire non, au moment où tu faisais ça, c'est pas le moment où j'appuyais sur le bouton rouge, c'est une seconde avant ou une seconde après. Donc, il est impossible de se mettre d'accord. Et cette impossibilité, c'est exactement ce qui manifeste la non-existence du temps. Alors, un moyen encore plus direct de s'en apercevoir, c'est de prendre les horloges, comme on construit aujourd'hui. On construit des horloges très précises, qui ont une précision extrême. Hein, on énonce quelquefois cette précision en disant que les meilleures horloges qu'on est capable de construire aujourd'hui, sur toute la durée de l'expansion cosmique de l'univers, c'est-à-dire 13 milliards d'années, elles n'avanceraient ou ne retarderaient pas de plus qu'une seconde. Donc voilà, oui. on est dans une précision qui est tout à fait diabolique. Bon, vous prenez deux horloges comme ça, vous les synchronisez, c'est-à-dire vous vous arrangez pour qu'elles soient parfaitement synchrones, pour qu'elles indiquent exactement la même heure. Vous en prenez une, vous la montez simplement à l'étage au-dessus.
et puis vous la redescendez, eh ben, elles sont désynchronisées. C'est-à-dire elles ont deux indications différentes. Alors, qu'est-ce que vous en déduisez? Alors, si vous avez dans l'idée qu'une horloge indique le temps, vous vous dites, j'ai deux horloges parfaites qui indiquent deux choses différentes. Donc, laquelle des deux horloges indique le temps? Est-ce que c'est celle du rez-de-chaussée ou celle du premier étage? Puis si on a une autre sous-sol, elle donne une indication différente. Donc, non, elles ne peuvent pas indiquer toutes les trois le temps puisqu'elles ont des indications différentes. Donc, elles indiquent autre chose. Elles indiquent quoi? Est-ce qu'il y en a une qui indique le temps et les autres qui indiquent autre chose? Mais vous allez être obligé de dire, est-ce que c'est celle du premier étage qui indique le vrai temps et les autres autre chose, ou celle du rez-de-chaussée Bon, vous n'avez pas moyen de choisir, ou alors si, vous allez choisir. Et en fait, quand on parle du temps qui s'écoule sur la Terre, ça veut dire qu'on a choisi une horloge. On a choisi une horloge, et en simplifiant, bon, c'est pas tout à fait ça, mais disons, on a choisi l'horloge qui est dans le sous-sol de l'Observatoire de Paris, et on va dire, cette horloge, par définition, elle indique le temps, ce qu'on appelle le temps universel. Alors je dis une horloge, ce n'est pas tout à fait vrai, on fait la moyenne de plusieurs horloges, mais disons, pour simplifier le discours, ça revient à peu près au même. Voilà, on va appeler ça le temps de Paris, c'est le temps qu'indique l'horloge de l'Observatoire de Paris. Bon, très bien, c'est ça la définition du temps qu'on utilise sur Terre. Le problème, c'est que si vous êtes à Rome, comment savoir ce qu'indique l'horloge de Paris, c'est-à-dire ce qu'on va appeler le vrai temps? Vous pouvez dire à l'horloge de Paris, aux physiciens qui sont là, envoyez-moi un signal. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Le signal, il va arriver avec un petit décalage. La lumière, ça va être un signal radio, par exemple, ou lumineux, j'en sais rien, enfin disons, ou par fibre optique. Donc ça se propage au mieux à 300 000 km par seconde. C'est-à-dire, pour faire 300 mètres, il faut une microseconde. Pour faire 300 km, il faut une milliseconde. Donc, si vous voulez aller jusqu'à Rome, il va falloir quelques millisecondes. Donc, quand vous dites « il est midi ici », à Rome, il va recevoir le signal « il est midi », alors qu'il va être midi plus quelques millisecondes. Et quelques millisecondes, c'est des milliards de fois la précision des horloges. Donc, c'est complètement faux. C'est absolument inutilisable. Donc, il est impossible de synchroniser votre horloge de Rome sur l'horloge de Paris. Sauf que dans la vie sociale, cet écart de 3 millisecondes, tout le monde s'en fiche. Donc, utiliser le temps de Paris, ou le temps universel, on peut très bien le faire. On sait très bien qu'on va se tromper de quelques millisecondes quand on est sur Terre. Et je ne parle pas de l'altitude, parce que l'altitude change aussi les choses. Mais bon, donc, il est impossible d'utiliser quelque chose qui nous donnerait le temps. Donc qu'est-ce qu'on fait? Quand on va parler du temps, ce qu'on appelle le temps universel, c'est le temps qui va être donné par l'horloge qu'on a choisie, qui est l'horloge de Paris ou l'horloge de Greenwich. Il faut en choisir une des deux. En fait, on fait la moyenne des deux et puis de quelques autres horloges dans le monde. Et on sait très bien que toutes les autres horloges sont fausses, donnent un temps qui est faux. Mais on s'en fiche parce que c'est des millisecondes. Et puis, au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que les décalages s'accumulant, eh bien, ça commence à faire trop. On atteint une seconde. Et quand ça atteint une seconde, on remet l'horloge à l'heure à la main. Ouais. Voilà. Donc, on se débrouille avec ça. Mais dans la réalité, c'est absolument impossible. Par exemple, si vous communiquez avec un satellite qui est en altitude, d'une part, le satellite va à une certaine vitesse, d'autre part, il est dans un champ gravitationnel différent. Donc, l'horloge qui est dans le satellite indique quelque chose qui n'a rien à voir avec l'horloge qui est sur Terre. Et quand on veut utiliser le système GPS, qu'est-ce qu'on fait? On fait une triangulation. C'est-à-dire, on sait que la lumière se propage toujours à cette vitesse de 300 000 km/h. Donc, si on suppose qu'on prend 3 satellites dont on connaît les positions et qu'on a les 3 temps d'arrivée de la lumière jusqu'à nous, ça veut dire 3 distances, parce qu'on convertit le temps d'arrivée de la lumière en distance en sachant qu'elle va à 300 000 km/s, on est capable de faire une triangulation et de savoir où on est. C'est comme ça que ça fonctionne les satellites, le système GPS.
on fait une triangulation par rapport à 3, ou si on peut capter davantage de satellites, on aura une meilleure précision. Mais pour ça, il faut savoir que la lumière, enfin le signal radio qui nous arrive, il faut savoir quand il a été émis. Ouais. Or, effectivement, dans le signal, on peut dire le signal a été émis à telle heure du satellite, mais si on croit que telle heure du satellite, c'est la même chose que telle heure sur Terre, c'est-à-dire si on croit que le temps existe, ça ne marche pas. Et quand la NASA a mis au point ce système, je ne sais pas, c'est que maintenant il doit y avoir une vingtaine d'années à peu près, eh bien, ils n'avaient pas tenu compte de cet effet. Et si vous ne tenez pas compte de cet effet, c'est-à-dire si vous supposez que le temps existe, c'est-à-dire si vous supposez que les horloges dans le satellite et les horloges sur Terre indiquent la même chose, vous faites une erreur d'à peu près 22 km par jour. Alors 22 km par jour, je ne sais pas si vous utilisez le GPS, mais ça veut dire qu'il devient totalement inutilisable. Dès la première journée. Voilà, dès la première journée. Donc, si vous voulez, vous ne pouvez pas construire de système GPS si vous supposez que le temps existe à l'échelle du système solaire. Bon, vous pouvez encore utiliser sur la Terre, mais comme je vous l'ai dit, si vous voulez maintenant faire des mesures précises, eh ben, ça ne marche plus du tout. Et le moyen le plus direct de s'en apercevoir, c'est de prendre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 2 horloges atomiques. Et ça, Einstein, évidemment, l'avait compris. Quelques physiciens l'avaient compris assez rapidement, mais il y a eu beaucoup de réticence à admettre tout ça avant qu'on en ait les confirmations, comme je vous l'ai dit, par les rayons cosmiques, par les accélérations des particules. Et on parle souvent du paradoxe des jumeaux de Langevin. Oui. Je pense que beaucoup de spectateurs en ont entendu parler. Bon, il y a toute une histoire, c'est pas vraiment Langevin qui a parlé des jumeaux, etc. Mais enfin, l'histoire est rentrée comme ça, donc on parle des jumeaux de Langevin. L'idée, c'est quoi? C'est en accentuant un petit peu le phénomène. On suppose qu'on a 2 jumeaux qui vivent sur Terre, qui sont élevés ensemble, donc ils ont le même âge, évidemment. Et puis un jour, il y a un des jumeaux qui décide de partir dans l'espace, faire un voyage. Ils partent faire un voyage le jour de leur anniversaire commun. Donc ils fêtent leur anniversaire de 20 ans, donc ils ont tous les deux 20 ans, ils partent dans l'espace, il y en a un qui part dans l'espace, l'autre qui reste sur Terre. Celui qui est parti fait un long voyage, et quand il se retrouve, parce que l'autre fait demi-tour et revient sur Terre, eh bien le jumeau qui a voyagé a 30 ans et l'autre a 40 ans. Et c'est-à-dire qu'il y a un jumeau qui a vécu 10 ans, il y en a un qui a vécu 20 ans, ils ont vécu des durées différentes, et ils se retrouvent avec un âge différent. Au même moment avec un âge différent. Et il faut bien comprendre que chacun des 2 jumeaux a vécu tout à fait normalement. C'est-à-dire que l'horloge de l'un a indiqué 10 ans, l'horloge de l'autre a indiqué 20 ans, mais chacun, s'il a son cœur qui bat à 1 seconde, le cœur a continué à battre à 1 seconde, la respiration toutes les 2 secondes, la digestion, je ne sais pas, en 3 heures, enfin dormir 12 heures par nuit, tout ça est parfaitement normal, il n'y a rien, sauf que les durées sont différentes. C'est pour ça que quand on est maintenant en physique, disons dans la physique moderne, dès qu'on a affaire à des phénomènes qui sont hors du champ terrestre très local, ou bien même sur Terre, lorsqu'on a affaire à des différences de précision, il ne faut plus parler de temps. Alors, en revanche, on peut parler de durée. Et ce que Einstein a énoncé assez rapidement, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse des horloges, qui à l'époque était considérée comme une hypothèse et qui maintenant est une affirmation. C'est que les horloges ne mesurent pas le temps, forcément puisque le temps n'existe pas, mais que mesurent les horloges alors? Elles mesurent la durée de leur histoire. Alors, qu'est-ce que c'est que la durée d'une histoire? Parce que bien que le temps, la notion de temps ne soit plus valable dans la physique moderne, la notion de durée est, elle, tout à fait valable. Sauf qu'on l'appelle, en toute rigueur, durée propre. Donc, quand je prononcerai le mot durée dans la suite de cet exposé, il faut penser durée propre, mais la durée propre, ça correspond à ce que nous, on appelle durée. Alors, je m'explique. Si je suis une horloge, je mesure quoi? Je mesure simplement la durée qui s'écoule pour moi. La durée qui s'écoule pour moi, je la mesure en quoi? Je la mesure en secondes, par exemple. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la seconde, malgré ce qu'il y a dans le dictionnaire, ça n'est pas une unité de temps.
c'est une unité de durée. Si vous voulez, la durée, c'est au temps, dans la conception courante, ce que la longueur est à l'espace. Or, quand on parle du mètre, par exemple, on ne dit pas c'est une unité d'espace, c'est une unité de longueur. D'accord. Et la longueur, on peut dire, c'est des mesures dans l'espace. Et bien c'est pareil, la seconde n'est pas une unité de temps, c'est une unité de durée. Et en fait, ce que Einstein a compris, enfin, à vrai dire, c'est son ancien professeur Hermann Minkowski qui l'a compris, qui l'a mise en forme un petit peu plus tard que l'année 1905 où Einstein a énoncé sa théorie de la relativité restreinte, 4 ans plus tard. Il a dit le bon cadre pour faire de la physique sans parler du temps, c'est l'espace-temps. Et ça implique d'avoir une vision des choses un peu différente, mais qui finalement est très logique. Et même beaucoup plus logique que la vision newtonienne. Et quand on a appris cette notion de faire de la physique dans l'espace-temps, on s'aperçoit que finalement, elle est très intuitive aussi, sauf que c'est une intuition différente. Et pour l'acquérir, il faut rejeter notre intuition ancienne de la physique qui se déroule dans le temps. Ça, c'est difficile parce qu'on y est tellement habitué. Mais dans ce cas-là, on acquiert une nouvelle intuition. Et on s'aperçoit qu'elle est tellement claire et tellement simple et que même si elle ne fonctionnait pas mieux, elle serait déjà beaucoup plus simple et beaucoup plus logique à utiliser. Et ça veut dire quoi ? On peut partir de la notion d'espace. Qu'est-ce que c'est que l'espace dans la conception courante ? L'espace, c'est le cadre dans lequel se situent les objets. Et finalement, ce qui est important dans la situation des objets, c'est pas tellement que vous soyez ici, mais c'est que vous soyez proche de moi, éloigné, je sais pas moi, éloigné de la ville de New York, que vous êtes proche aussi de cette caméra, de cet éclairage, etc. Donc ce qui compte finalement dans la notion d'espace, ce sont les relations entre les objets. Le fait que vous soyez très proche de ce fauteuil sur lequel vous êtes assis, très proche de votre tablette, très proche, et que vous êtes loin d'autres objets que vous ne voyez pas. Donc, la notion d'espace, c'est finalement ce qui caractérise toutes les relations, par exemple de proximité, par exemple de distance et de longueur, d'angle aussi entre les objets. L'espace-temps, c'est un peu pareil, sauf que c'est la notion de relation entre les événements. Qu'est-ce que c'est qu'un événement ? Un objet, je vais vous traiter d'objet, ce n'est pas du tout méprisant, mais c'est pour dire que vous êtes un objet dans le sens où vous occupez une certaine position dans l'espace. Ça veut dire quoi ? Que vous êtes à une certaine altitude, à une certaine distance de n'importe quels autres objets. Dans l'espace-temps, c'est pareil, sauf qu'il y a des événements. Et un événement, c'est quelque chose qui se déroule quelque part, on dirait dans l'espace, mais aussi à un certain instant. C'est-à-dire, il y a une coordonnée de plus que nous, on appelle le temps. Mais finalement, dans l'espace-temps, c'est les relations entre événements qui comptent. C'est quoi ces relations ? Ça peut être qu'un événement peut être la cause d'un autre. Un événement peut se dérouler avant ou après un autre, ou peut-être au même moment, sauf que, comme je vous l'ai dit, cette notion de simultanéité disparaît un peu, donc il va falloir changer les relations, mais aussi les événements peuvent se dérouler à 2 endroits différents. Donc ils peuvent être séparés spatialement, mais aussi temporellement. Sauf que le mot temporellement, on va être obligé de l'abandonner, mais c'est pour donner une idée de ce que c'est qu'un événement. Donc finalement, l'espace-temps, c'est la localisation possible de tous les événements. Et on va dire l'espace-temps, c'est une espèce de grand... C'est comme l'espace, mais avec une dimension de plus. Sauf qu'un point de l'espace, c'est un point où peut être un objet. Un point de l'espace-temps, c'est un point qui correspond à un événement. Les objets, dans la conception, disons, intuitive que nous avons du monde, les objets sont situés dans l'espace. Et en gros, un objet, c'est un point de l'espace. De la même manière, enfin d'une manière analogue dans la physique relativiste, les événements sont situés dans l'espace-temps et un événement est considéré comme un point de l'espace-temps. D'accord ? Et l'espace-temps va finalement matérialiser d'une certaine manière toutes les relations possibles entre les événements. C'est-à-dire, un événement peut se dérouler à proximité spatiale d'un autre ou non, à proximité temporelle d'un autre
ou non, et ils peuvent être... il y en a un qui peut s'être déroulé avant l'autre ou après l'autre. Bon. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette notion d'ordre chronologique des événements disparaît. C'est-à-dire que dans la vie courante, on peut dire tel événement s'est déroulé avant tel autre. Il n'y a pas d'ambiguïté. Tandis que dans la physique de l'espace-temps, alors ça serait un petit peu long, encore une fois, d'expliquer exactement pourquoi, mais il y a des situations où on peut dire on ne sait pas si cet événement s'est déroulé avant ou après ou en même temps que celui-là. Et je vais être plus précis. Supposez que se déroulent 2 événements dans l'univers. Je prends un exemple. Une supernova qui explose, une étoile qui explose en supernova, d'un côté, et de l'autre côté, une comète qui rencontre une planète, comme ça s'est passé dans Jupiter, puisqu'on a vu une comète s'écraser sur la planète Jupiter. Et vous allez, vous observez ces événements. Évidemment, vous les observez bien après qu'ils se soient déroulés, puisque la lumière met du temps pour vous parvenir. De la supernova, ça peut être 1 million d'années. De la planète Jupiter, ça peut être quelques minutes. Mais en tout cas, vous ne les recevez pas au moment où ils se sont produits. Vous ne recevez pas l'information au moment où l'événement s'est produit, mais bien après. Bon, et vous pouvez quand même vous poser la question, à quel moment se sont déroulés ces événements ? Alors, à quel moment, ça veut dire quoi ? Ça veut dire combien de temps avant dans la vie courante. Sauf que c'est plus comme ça qu'on va raisonner dans l'espace-temps. Mais vous pouvez vous poser la question de savoir lequel des 2 événements s'est déroulé le premier. Est-ce que la supernova a explosé avant que la comète rentre dans Jupiter ? Ou bien c'est l'inverse, ou bien ils se sont déroulés en même temps. Et comme l'avait montré déjà Einstein, ce qu'on peut constater, c'est que si moi, je fais toutes les mesures possibles qui me permettent de répondre à la question, je vais dire, eh bien, la supernova a explosé avant que la comète s'écrase. Mon collègue astronome qui fait le même raisonnement, sauf que lui, il est sur une autre planète, il va dire non, j'ai fait le raisonnement, eh bien, la comète s'est écrasée avant. Et puis un troisième va dire non, j'ai mesuré les choses très précisément, les 2 événements se sont déroulés en même temps. Qui a raison ? Personne. Parce que la question n'a aucun sens, justement, dans la physique de l'espace-temps. Il existe des situations où il est impossible de définir l'ordre chronologique des événements. L'ordre chronologique, dans l'espace-temps, ça n'existe pas. Sauf que si j'ai défini un temps, comme je viens de le dire, en choisissant une horloge et en définissant les signaux que je reçois de cette horloge comme une indication de ce que je veux appeler le temps, eh bien, je vais pouvoir répondre à la question. Sauf que moi, j'ai choisi l'horloge de Paris, mon collègue qui est sur la planète X, il va choisir une horloge sur la planète X et il va répondre différemment parce qu'il n'a pas choisi la même horloge, il n'a pas défini le même temps. C'est impossible de définir en même temps ici et là-bas. C'est une manière de dire que le temps n'existe pas. Donc, et ce qui se passe, c'est que chacun a son horloge. Chacun a son horloge, mais son horloge indique quelque chose de personnel. C'est-à-dire, j'ai l'habitude de dire « le temps passe ». Ça, c'est une expérience que nous avons tous. Le temps passe, hier j'ai fait ceci, j'ai fait cela, cette nuit j'ai dormi, je me suis réveillé, et tout ça, ça marque d'une certaine manière le passage du temps. Sauf que dans la physique de l'espace-temps, on ne peut pas dire le temps passe. Et finalement, quand on réfléchit bien, ce n'est pas tellement le temps qui passe, tout ce que je viens de dire, c'est plutôt moi qui passe dans le temps. C'est-à-dire, c'est moi qui passe. Et je prends une analogie. Je prends ma voiture et je vais emprunter l'autoroute pour aller de Paris à Lyon. J'ai envie de dire, je suis dans ma voiture et je vois la campagne qui passe, je vois les poteaux indicateurs qui passent, je vois l'autoroute qui passe. Non, c'est moi qui passe dans l'autoroute. L'autoroute, il est toujours là, il n'a pas bougé, c'est moi qui passe. Et dans l'espace-temps, c'est un peu pareil. Moi, l'espace-temps, il ne bouge pas, il ne s'écoule pas. Il n'y a rien qui s'écoule dans l'espace-temps. C'est moi qui vis un événement après un autre.
Et comme un événement, c'est un point dans l'espace-temps, je vis un point, j'occupe un point, et puis un autre point, et puis un autre point, et puis un autre point. Il y a une continuité, et ça dessine une ligne dans l'espace-temps. Donc, par quoi je peux être représenté dans l'espace-temps? Par une ligne. Une ligne continue, qui est la ligne qui joint tous les événements que je vis les uns après les autres dans l'espace-temps. Un petit peu comme quand je décris l'autoroute, quand je parcours l'autoroute, eh bien, je décris cette ligne que constitue l'autoroute, qui est constituée de tous les points que j'ai occupés successivement dans mon trajet le long de l'autoroute. Eh bien, là, il y a quelque chose que je vais appeler ma ligne d'univers dans l'espace-temps, qui est la juxtaposition continue de tous les événements que j'ai vécus. Depuis ma naissance jusqu'à ma mort, je vais dessiner une ligne dans l'espace-temps. Et cette ligne, du point de vue de l'art de la vie, c'est moi. Je suis quoi? Je suis cette ligne, et si je prends un point sur cette ligne, c'est moi maintenant. Un autre point plus loin, c'est moi demain. Un autre point de l'autre côté, c'est moi hier. Et par exemple, vous avez une ligne d'univers, et il se trouve qu'en ce moment, nos deux lignes d'univers se sont rencontrées. Et ensuite, vous allez rentrer chez vous, je vais rentrer chez moi. Nos deux lignes d'univers vont repartir dans des directions différentes. Et donc, qu'est-ce que c'est que la durée que j'éprouve, la durée que je peux mesurer, que je peux ressentir? Finalement, c'est la longueur de ma ligne d'univers dans l'espace-temps, parce que dans l'espace-temps, il y a quelque chose qui permet de mesurer les longueurs des lignes. Et c'est ça que j'appelle la durée. Et on voit bien que si, par exemple, moi, entre hier et aujourd'hui, je n'ai pas bougé, donc je vais dessiner une sorte de ligne droite dans l'espace-temps. Vous avez bougé, vous êtes parti en voyage, je ne sais pas, et vous revenez, vous avez décrit toute une ligne dans l'espace-temps, elle est plus longue, tout simplement. Sauf qu'il se trouve, alors ça c'est les mystères, c'est les originalités de la physique dans l'espace-temps, c'est que quand vous dessinez une ligne qui, sur le dessin, a l'air plus longue, en fait, la durée est plus courte. Bon, ça, c'est un peu paradoxal, c'est quelque chose de difficile à comprendre, mais c'est un peu ça, parce que si je repars sur l'expérience des fameux jumeaux de Langevin que je décrivais tout à l'heure, il y a un jumeau qui reste immobile. Comme il reste immobile dans l'espace-temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il décrit une droite, finalement. Il ne bouge pas, donc il reste à la même position, mais il y a quand même dans la dimension qu'on pourrait appeler la dimension temporelle, qui pour lui est la dimension temporelle, il décrit une droite. Son frère jumeau, lui, il part dans l'espace, et puis il revient. À un moment, il fait demi-tour. Donc il décrit une ligne brisée, d'une certaine manière. Si vous étiez en géométrie normale, la ligne brisée, elle est plus longue. Il se trouve que dans la géométrie de l'espace-temps, la ligne brisée, elle est plus courte. Et c'est pour ça que le jumeau qui a voyagé, il a vécu une durée plus courte que le jumeau qui est resté immobile. Alors, je profite juste de ça pour rebondir là-dessus. J'avais vu une théorie comme quoi on se déplacerait tous à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps, et qu'en fait, on répartirait notre vitesse entre le temps et notre vitesse dans l'espace. Alors, non, il y a eu des théories comme ça, mais ça voudrait dire qu'il y ait une dimension, une cinquième dimension par exemple, et qu'il y aurait une partie, on irait à la vitesse de la lumière, mais une partie de notre vitesse serait dans cette cinquième dimension inobservable. Bon, ça a été une théorie qui a été proposée, mais qui n'a pas été retenue. Okay. Donc non, nous n'allons pas à la vitesse de la lumière, nous allons à une vitesse inférieure à la vitesse de la lumière, sauf qu'encore une fois, la notion de vitesse, elle est relative, comme vous le savez bien. Par exemple, voilà, supposons qu'on parte tous les deux en voiture, on va chacun, mettons, à 50 km/h dans des directions opposées. Moi, je suis dans ma voiture, je me dis, par rapport à moi, moi, je suis au repos dans ma voiture, et vous allez à 50 plus 50, à 100 km/h, vous éloignez de moi. Et vous dites, non, c'est vous qui êtes au repos, c'est moi qui m'éloigne de vous à 100 km/h. Donc, qui a raison? Il y a quelque chose qui s'appelle le principe de relativité. Si je dis je suis au repos et vous éloignez de moi à 100 km/h, ou si vous dites que vous êtes au repos et que moi je m'éloigne de vous à 100 km/h, ça veut dire exactement la même chose. Oui. N'a de sens que la vitesse relative. Ce qui est sûr, c'est que nous nous éloignons l'un de l'autre à une vitesse de 100 km/h,
Mais dire que c'est moi qui suis au repos ou dire que c'est vous qui êtes au repos, ça n'a aucun sens. C'est une question de convention. Évidemment, j'ai envie de dire c'est moi qui suis au repos, vous avez envie de dire c'est vous. Je n'ai pas plus raison que vous. Donc la notion de repos n'existe pas. Mais justement, ce qu'il y a de bien dans l'espace-temps, c'est que je sois, entre guillemets, au repos ou en mouvement, de toute façon, je décris une ligne dans l'univers. Donc que cette ligne représente le repos ou pas le repos, ça n'a aucun sens. Et ce qu'il y a d'intéressant, justement, dans cette vision de l'espace-temps, un des premiers avantages, c'est que cette notion de relativité des vitesses, elle est incluse là-dedans. La notion de repos n'existe plus. Tout le monde se déplace dans l'espace-temps, seconde après seconde. Et ça, c'est simplement ce que j'appelle l'écoulement du temps, c'est finalement mon déplacement dans l'espace-temps. Et ce que vous appelez l'écoulement du temps, c'est votre déplacement dans l'espace-temps. Ce n'est pas le temps qui s'écoule, c'est vous qui vous écoulez dans l'espace-temps, seconde après seconde. Et quoi que vous fassiez, vous ne pourrez jamais vous arrêter de vivre une seconde, après une seconde, après une seconde, après une seconde. Vous allez sans arrêt passer d'une seconde à la seconde suivante. Quoi que vous fassiez, essayez d'arrêter, non, on n'y arrive pas. Et ça, c'est le grand mystère d'ailleurs. Pourquoi on ne vit pas notre vie d'un seul coup? Pourquoi on la vit instant après instant? Ça, vous pouvez vous poser la question. La physique n'y répond pas, rien n'y répond. Et c'est le grand mystère. Et pourquoi il y a une différence entre le point de ma ligne d'univers qui représente demain et le point de ma ligne d'univers qui représente hier? Moi demain, moi hier. Si je dessine ma ligne d'univers, c'est la même chose. Pourtant, je me souviens du point d'hier et je ne me souviens pas du point de demain. Comment ça se fait? Quelle est la réponse à cette question? On n'en a aucune idée. Pourquoi je me souviens d'hier et pourquoi je ne me souviens pas de demain? Je pense que le grand mystère, qu'on pourrait appeler le mystère du temps encore, même si le temps n'existe pas, c'est ça. C'est qu'est-ce qui fait la différence entre ce qui va m'arriver demain et ce qui m'est arrivé hier? La seule différence, parce qu'il va m'arriver sans doute demain la même chose qu'hier, je ne sais pas, je vais prendre le métro, je vais monter dans une voiture, je vais me mettre à table pour déjeuner, etc. Quand je regarderai ça dans un an, il n'y aura aucune différence entre ce que j'ai fait hier vis-à-vis d'aujourd'hui et demain vis-à-vis d'aujourd'hui. Ça sera deux événements à peu près semblables. Pourtant, aujourd'hui, je les considère comme très différents, puisque celui d'hier, je n'en ai pas la mémoire. Et qu'est-ce qui fait que je me souviens de ce qui m'est arrivé hier et que je ne me souviens pas de ce qui m'est arrivé demain? Personne n'est capable de répondre à cette question. Je ne sais pas si ça vient de la physique, je ne sais pas si ça vient de mon cerveau, de ma conscience, je ne sais pas. Personne ne sait et c'est un grand mystère que je crois on n'est pas prêt de résoudre. C'est ça qui nous donne un peu l'impression de l'écoulement du temps. D'ailleurs, en parlant de la différence entre hier et demain, je vois aussi que le lendemain, on est en train de s'y diriger, alors que l'hier est inaccessible. Est-ce qu'on peut d'ailleurs... Oui, alors ça c'est une autre question. Est-ce que je pourrais revenir à ce que j'ai vécu hier? Alors, c'est ce qu'on appelle le problème des lignes de temps fermées. Parce que si je voulais revenir... Alors moi, quoi qu'il arrive, je décris ma ligne d'univers. Seconde après seconde, point après point. Donc, si je voulais revenir au point d'hier, il faudrait que ma ligne future revienne en arrière dans l'espace-temps et repasse par le point que j'ai occupé hier. Ou, on ne va pas être trop exigeant, disons, à côté du point, parce que revenir exactement au point où j'étais hier, ça serait impossible, parce que ça voudrait dire que je ne me souviens pas de ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors que, comme je serai dans mon futur, je vais me souvenir, alors que hier, je peux me souvenir que je ne me souvenais pas hier de ce qui m'arrive aujourd'hui. Oui. Donc, l'idée que je repasse par le même point, ça ne peut pas marcher. En revanche, l'idée que je repasse à côté du même point, alors par exemple, il y a une nouvelle de Jorge Luis Borges, dans un récit qui s'appelle « Le chemin des sentiers qui bifurquent », où il raconte l'histoire de son héros qui s'assied sur un banc et qui voit un jeune homme à côté de lui. Et qui voit un jeune homme qui lui paraît quand même familier. Et en fait, lui,
le héros, il a 40 ans, et le jeune homme, c'est lui-même à 20 ans. Ce qui veut dire que le gars a décrit une ligne d'univers pas tout à fait fermée, mais presque fermée, et en gros, dans son futur, il se retrouve à côté de lui-même à 20 ans. Alors, question, est-ce que la physique permet ça? Bon, alors j'ai écrit un bouquin exactement sur ce sujet, ça s'appelle Voyage dans le temps. C'est exactement ce qu'on appelle dans le voyage dans le temps. Bon, et d'ailleurs, il y a un truc un peu paradoxal, c'est que ce qu'on appelle voyage dans le temps n'existe que si le temps n'existe pas. C'est-à-dire, si le temps existe, vous pouvez très facilement démontrer que le voyage dans le temps est impossible. Mais justement, comme la relativité nous dit que le temps n'existe pas, on peut se poser la question, est-ce que le voyage dans le temps est possible ou impossible? Dans le langage de la relativité, ça veut dire, est-ce qu'il peut exister des lignes d'univers qui se referment, alors pas exactement, mais presque sur elles-mêmes? Et la réponse a été donnée en 1930 par le physicien et mathématicien Kurt Gödel. Kurt Gödel qui est connu plutôt des mathématiciens parce qu'il a démontré un célèbre théorème d'incomplétude sur, disons, les fondements des mathématiques. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il n'a pas fait que ça. C'était un copain d'Einstein. Enfin bon, j'emploie le mot copain. Disons, c'était un ami d'Einstein ou une relation d'Einstein. C'était un personnage très singulier qui n'avait presque aucun contact social. Justement, Einstein était une des rares personnes avec qui il avait des discussions parce qu'ils travaillaient tous les deux au même institut à Princeton. Et de temps en temps, Gödel raccompagnait Einstein chez lui ou la réciproque, et ils avaient le temps de discuter beaucoup, etc. Et alors, petite anecdote d'ailleurs, petite page de publicité d'ailleurs, il va sortir un livre édité, je ne sais plus le nom de l'éditeur, mais enfin c'est sous la direction de Jean-Marc Lévy-Leblond, qui édite un livre de lettres fictives à Einstein. C'est-à-dire qu'il a choisi plusieurs physiciens actuels, physiciens ou philosophes d'ailleurs, ou autres, en leur disant « Écrivez une lettre à Einstein » en imaginant que vous êtes, soit que vous êtes un philosophe, soit un physicien, soit qui vous voulez. Et justement, j'ai écrit une lettre de fiction en supposant que c'était une lettre que Gödel avait envoyée à Einstein, où justement il parlait de ces problèmes-là. Bon, bref. Donc les discussions entre Einstein et Gödel sont très intéressantes. Et Gödel a été le premier à montrer que, en tout cas d'un point de vue formel, ça ne veut pas dire que ça existe dans le monde, mais en tout cas que d'un point de vue formel, il existait des solutions de la relativité générale où pouvaient justement se trouver des lignes d'univers presque fermées, c'est-à-dire exactement qui décrivaient ce voyage dans le temps dont je viens de donner une idée selon la nouvelle de Borges. Bon, Einstein n'était pas très satisfait de ces solutions parce que pour lui c'était quelque chose qui ne pouvait pas se produire. Et pour continuer l'anecdote, le physicien Stephen Hawking a dit bon, moi je pense que des trucs comme ça ne devrait pas pouvoir exister. Donc il a proposé de rajouter une loi supplémentaire à la relativité en disant une solution de la relativité générale n'est admissible que si dans cette solution on ne peut pas trouver des lignes d'univers fermées. Bon, ça s'appelle la conjecture chronologique, je crois, parce que il a dit peut-être que c'est une conjecture parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas démontrer, avec l'idée que peut-être un jour on arrivera quand même à le démontrer. Donc voilà, conjecture de protection chronologique, je crois qu'il appelait ça. Je ne sais plus le terme exact qu'il avait employé. Mais enfin voilà. Donc parmi les physiciens aujourd'hui, disons qu'on peut voir deux catégories. Il y a ceux qui disent ben non, sans doute Hawking avait raison, ce genre de choses ne doit pas pouvoir exister, donc les solutions qui permettent ça, on les rejette. D'autres qui disent ben non, après tout, tant qu'on n'a pas montré que c'était impossible, c'est possible. Et puis entre les deux, il y a ceux qui disent bon, que ce soit possible ou impossible, de toute façon, c'est intéressant de les étudier parce que ça nous apprend des choses sur la relativité, sur les solutions de la théorie, sur ce que c'est que le temps ou l'espace-temps, etc. Donc c'est toujours intéressant
d'avoir ces investigations. Bon, entre parenthèses, c'est lié à un problème fondamental qui est le problème du libre arbitre. Parce que je reprends l'exemple de Borges, même si c'est un exemple évidemment un peu, un peu spéculatif. Mais voilà, supposons qu'à l'âge de 40 ans, je suis assis à côté de moi-même à 20 ans. Ben, ayant 40 ans, je me souviens de ce qui m'est arrivé en gros entre 20 et 40 ans. Et par exemple, je sais que j'ai déménagé pour habiter dans une maison. La maison a pris feu, etc. Il m'est arrivé plein de malheurs. Bon. Donc je vais dire à mon, je ne sais plus comment l'appeler, à mon double de 20 ans, écoute, ne déménage surtout pas dans cette maison parce qu'il va t'arriver plein de malheurs. Et donc le double de moi-même à 20 ans, il a bien reçu le message. Et il va se dire, je vais essayer de ne pas vivre tout ça. Sauf que comme moi, c'est dans mon passé, c'est vécu, ça existe, ce qui a existé ne peut pas être changé. C'est une situation paradoxale parce que finalement, ce gars-là, le double de moi-même, il est à la fois dans son futur et dans son passé, d'une certaine manière. Oui. Et donc, et justement, ça c'est possible dans l'espace-temps. Alors que si le temps existe, évidemment, c'est complètement impossible, parce que le temps est linéaire et monodimensionnel. Mais dans l'espace-temps, il n'est pas du tout interdit d'imaginer une situation dans laquelle je suis à la fois dans mon futur et dans mon passé. C'est le cas ici. Donc, le double de moi-même, je reprends l'histoire, à 20 ans, va faire tout ce qu'il peut pour éviter d'aller habiter dans cette fameuse maison. Mais, que nous dit la physique, c'est une sorte de principe de cohérence. Bon, il a été montré que ce principe doit s'appliquer si cette situation arrive. Et bien, quoi qu'il fasse, il sera dans l'impossibilité de ne pas habiter dans cette maison. Puisque c'était dans mon passé, donc ça s'est produit, et quoi qu'il arrive, ce qui est dans le passé, ça s'est produit, et il ne peut pas se faire que ça ne se soit pas produit. Donc, il a beau vouloir, il ne peut pas le faire. Et souvent, on parle quelquefois du paradoxe du grand-père. C'est-à-dire, je vais dans mon passé de cette manière-là, je vois mon grand-père et je tue mon grand-père. Et si mon grand-père est mort, il ne peut pas avoir d'enfant, donc mon père n'existe pas. Si mon père n'existe pas, je n'existe pas. Donc, je n'ai pas pu aller dans le passé tuer mon grand-père. Oui. Ah s'il n'est pas mort, j'existe. Donc voilà, il y a une sorte de paradoxe qu'on appelle le paradoxe du grand-père, qui a souvent été utilisé comme argument pour dire le voyage dans le temps ne peut pas exister. Eh bien si, il peut exister, mais si jamais je suis dans une situation où je me retrouve à propos de mon grand-père, eh bien dans ce cas-là, la cohérence de la physique implique que je ne peux pas le tuer. C'est-à-dire, je sors mon pistolet, il ne va pas fonctionner, ou au dernier moment, j'ai un remords. Enfin, voilà, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, c'est impossible. C'est-à-dire que mon libre arbitre n'existe pas d'une certaine manière. Et le seul moyen de savoir si le libre arbitre existe ou non aujourd'hui, eh bien, c'est ça, c'est le voyage dans le temps. Sinon, je ne peux pas savoir. C'est-à-dire, si je décide demain d'habiter cette maison, est-ce que c'est vraiment moi qui l'ai décidé ou est-ce que c'était mon destin qui était déjà écrit ? Ça rappelle l'histoire d'Œdipe.Œdipe qui apprend par la Pythie qui lui fait la prédiction qu'il va épouser sa mère et tuer son père. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'enfuit pour éviter de tuer son père et d'épouser sa mère. Il s'en éloigne le plus possible. Et les choses font qu'il va retrouver son père au coin d'un chemin et il va le tuer sans le reconnaître. Et ensuite, il va arriver en ville et il va finalement épouser sa mère sans la reconnaître. Donc tout ce qu'il a fait pour que son futur ne se réalise pas a été en fait la cause que son futur se réalise. Et donc, c'est une réflexion qui me paraît très intéressante sur le libre arbitre. Et comment il sait que ce futur s'est réalisé ? Parce qu'il connaissait ce futur. Nous, on ne connaît pas notre futur. Sauf, la seule situation où on peut connaître notre futur, c'est justement le voyage dans le passé. Si mon double de 40 ans, quand j'ai 20 ans, me raconte déjà mon futur. Je peux faire tout ce que je veux pour qu'il ne se réalise pas, mais il se réalisera parce qu'il est déjà, d'une certaine manière, dans le passé. Bon, c'est un peu paradoxal, je reconnais bien.
c'est complètement contradictoire avec l'existence du temps, mais c'est jusqu'à nouvel ordre, c'est compatible avec la relativité générale, avec la physique contemporaine, jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, quelqu'un démontrera que non. Mais jusqu'ici, il n'y a absolument aucune impossibilité, en tout cas logique, pour que ça se produise. D'accord, donc ça veut dire aussi que le présent, le passé et le futur existent quelque part. Alors, maintenant, ça dépend le sens qu'on donne au mot exister. Par exemple, ce qu'il faut comprendre, c'est que la notion de présent, elle n'est pas définie. Parce que dire, par exemple, que tel événement est dans le présent, ça voudrait dire qu'il est simultané. Or, ce que j'ai expliqué un petit peu auparavant, c'est qu'il était impossible de décider si deux événements sont simultanés ou non. C'est-à-dire, est-ce que la supernova explose avant, après ou au même moment où je parle? Ça n'a pas de sens d'y répondre. Ouais. Parce que pour moi, ça sera avant, pour quelqu'un d'autre, ça sera après, pour encore quelqu'un d'autre, ça sera en même temps. Donc le présent, c'est avant, c'est après. La notion de présent n'existe pas. Donc si la notion de présent n'existe pas, je ne peux pas dire la seule chose qui existe, c'est le présent. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire, ce qui existe, c'est le présent et le passé. D'ailleurs, si je dis, quand je vous vois dans le présent. Non, ce n'est pas vrai, parce que la lumière, elle ne met pas très longtemps pour aller de vous à moi. Elle met, je ne sais pas, allez, on va dire un milliardième de seconde, peut-être. Donc, quand je vous vois dans le passé d'un milliardième de seconde. Et vous me voyez dans votre passé d'un milliardième de seconde. Donc, si on dit la seule chose qui existe, c'est le présent, ça veut dire qu'on ne connaît rien du présent, parce qu'on ne le connaît pas encore. On le connaîtra dans un milliardième de seconde, mais bon. Si par exemple, je disais, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur la planète Mars, je ne peux pas le savoir. Je pourrais le savoir dans 8 minutes. Ça, c'est indépendant même de l'espace-temps, même dans la conception ordinaire du temps. Supposons que, par exemple, le Soleil, tout d'un coup, explose, je ne le saurais que dans 8 minutes, parce que la lumière de l'explosion m'arrivera dans 8 minutes. Donc le Soleil n'existe plus au moment où je parle, et je ne peux pas le savoir, je ne le saurai que dans 8 minutes. Bon. Donc le présent, je ne peux pas le connaître. Donc si vous êtes dans la situation où vous pensez que ce qui existe, c'est le présent, ça veut dire que vous ne pouvez rien connaître de ce qui existe. Et que tout ce que vous connaissez, ça n'existe pas, puisque ce n'est pas dans le présent. Donc, cette conception du monde qu'on appelle présentiste, elle est incompatible avec la physique. Enfin, ou alors, sauf si vous êtes prêt à admettre que vous ne connaissez rien de ce qui existe et rien de ce que vous connaissez ou croyez connaître n'existe. Bon, c'est un peu extrême comme position. Donc, comment vous en tirer? Vous pouvez vous dire, alors, avec en plus, si vous croyez à l'espace-temps, enfin, je ne vois pas comment peut-y croire parce que c'est la physique nous dit, que le présent, ce n'est pas une notion qui est bien définie. Donc, vous pouvez dire, ce qui existe finalement, c'est ce qui est dans le présent et ce qui est dans le passé. Le problème, c'est que ce qui est dans le passé pour moi peut être dans le présent pour vous et dans le futur pour vous. Et que de toute manière, le passé pour moi, ça n'est pas la même chose que le passé pour vous. Parce que, par exemple, supposons que dans mon passé, je ne sais pas, il y a quelque chose que j'ai fait il y a quelques minutes, je ne sais pas, voilà, je suis sorti du taxi il y a quelques minutes et il y a un copain sur la planète Mars qui est en train de regarder au télescope. Lui, il n'a pas encore vu cet événement qui s'est passé pour moi il y a 8 minutes. Donc pour lui, ce n'est pas dans son passé, c'est dans son présent ou dans son futur. Donc ça veut dire que ce qui existe pour moi, si je crois que ce qui existe c'est le présent et le passé, ce qui existe pour moi n'existe pas pour lui. Donc la notion de ce qui existe, elle est différente pour moi, pour lui, pour vous, etc. Donc ça ne marche pas non plus. Donc la seule chose qui est compatible avec la relativité, c'est de dire ce qui existe, c'est tous les événements. Aussi bien ceux qui sont dans le futur que dans le passé, que dans le présent, même si ces notions sont mal définies, tous les événements existent, aussi bien ce qui va m'arriver demain que ce qui m'est arrivé hier. On retombe sur la discussion de tout à l'heure. Et ce qui est étonnant,
disons, ce qui va m'arriver demain a le même statut d'existence que ce qui m'est arrivé hier. Mais la seule chose qui les différencie, c'est finalement que je ne peux pas les connaître à l'instant présent. Sinon, il n'y a rien de particulier à ce qui va m'arriver demain par rapport à ce qui m'est arrivé hier qui pourrait faire la différence, à part le fait que je ne le connais pas. Mais le fait que je ne le connais pas, c'est peut-être quelque chose qui m'est personnel à moi, qui dépend de moi et non pas des lois de la physique. D'accord. En fait, c'est vraiment toute notre conception du temps qu'il faudrait revoir, parce que du coup, qui dit retourner dans le passé, sous-entend qu'il y a un présent, et sous-entend qu'en fait, Alors pour moi, il y a un présent. Oui, c'est-à-dire, pour moi. Mais dans l'univers, il n'y a pas de présent. Dire un événement est dans le présent, ça n'a pas de sens, puisque je viens de vous dire que selon que c'est moi, voilà, mon copain sur Mars appuie sur un bouton rouge, pour moi, c'est simultané, donc c'est dans le présent. Mais pour lui, le moment où moi j'appuie sur le bouton rouge, qui pour moi est simultané, donc les deux événements sont dans le même présent d'une certaine manière, pour lui, moi j'appuie avant par exemple, et lui appuie. Donc c'est pas dans le présent pour lui. La notion de présent, elle n'existe pas dans l'espace-temps. En gros, pour vous le dire d'une autre manière, l'espace-temps, on va dire, c'est un gros ensemble. C'est une grosse structure. Si je veux dire qu'est-ce que c'est le présent là-dedans, il faut que je coupe une tranche. Et je vais dire, cette tranche, c'est tous les événements qui sont dans mon présent. Dans le présent, parce que cette tranche, elle va couper ma ligne d'univers à un certain moment, et je vais dire, c'est le présent pour moi à cet instant. Sauf que je peux faire la tranche comme ça, je peux la faire comme ça, je peux la faire comme ça, je peux la faire un peu comme je veux. Et donc, il n'y a pas de notion de présent, c'est quelque chose de conventionnel. Il n'existe pas une prescription, enfin, il en existe une pour moi, qui n'est pas la même que pour vous, qui n'est pas la même que pour un autre astronome, etc. Donc, la notion de présent, dans l'espace-temps, ça n'existe pas. On peut la créer, on peut en créer une par convention. C'est ce qu'on fait d'ailleurs quand on définit le temps, parce que d'une certaine manière, si moi je choisis l'horloge dont j'ai parlé tout à l'heure, l'horloge parisienne, je veux dire, pour moi, c'est ça le temps. Et ça correspond à peu près à la direction de ma ligne d'univers dans l'espace-temps. C'est ce que j'appelle le temps, ce qui pour moi est l'écoulement du temps, c'est le parcours de ma ligne d'univers dans l'espace-temps. Comme vous et moi, nous n'avons pas la même ligne d'univers, ce que vous appelez le temps, ce n'est pas du tout la même chose, parce que c'est le parcours le long de votre ligne d'univers. Bon, évidemment, si on regarde les choses à très, très grande échelle, elles sont très, très proches, nos lignes d'univers. Donc, en faisant une approximation qui est celle de la précision de nos montres, elles sont confondues. Tous les humains sur Terre ont la même ligne d'univers à la précision, disons, de 1 millionième à peu près. Bon, mais quand on regarde les choses de manière plus fine, elles sont complètement différentes. Et ce que moi j'appelle le temps, donc, c'est le long de ma ligne d'univers. Ce que vous appelez le temps, c'est vous, le long de votre ligne d'univers. Et qu'est-ce que je vais appeler le présent ? Eh bien, c'est, disons, tout ce qui est, d'une certaine manière, orthogonal à ma ligne d'univers. Mais ce qui est orthogonal à votre ligne d'univers, comme elle n'est pas parallèle à la mienne, d'une certaine manière, ce n'est pas la même chose. Donc le présent pour moi et le présent pour vous, ce sont deux choses différentes, même si on parle au même moment, d'une certaine manière. Bon, tout ça est difficile à exprimer parce que je suis en train d'utiliser des termes présent, le moment. Un moment, ça n'est pas... pour qu'on soit au même moment, il faut qu'on soit au même endroit aussi. Sinon, ça n'a pas de sens de parler du même moment. Parce que justement, cette notion de simultanéité n'existe pas. Donc il faut revoir tout le langage. C'est ça qui est aussi difficile, c'est qu'il faut abandonner notre intuition, mais notre langage est basé sur notre intuition, donc il faut utiliser un langage très spécial. Le mot temps, on n'a pas le droit de l'utiliser. Le mot simultanéité, on n'a pas le droit de l'utiliser. Le mot chronologie, on n'a pas le temps de l'utiliser. On n'a pas le droit de l'utiliser. Je suis obsédé par le temps, évidemment. Donc, il faut se méfier. Il faut utiliser un langage correct. Alors, l'utilisation du terme durée, il est tout à fait autorisé. Durée propre, comme je vous disais tout à l'heure, parce que ce que je mesure, c'est toujours une durée.
Et quand, par exemple, les deux horloges sont désynchronisées, qu'est-ce que c'est qu'une horloge finalement? C'est quelque chose qui mesure une durée. Même votre montre, vous croyez peut-être que votre montre mesure le temps. Ben évidemment, ce n'est pas du tout ça. Qu'est-ce que c'est que votre montre? Ça n'est jamais qu'un chronomètre et qui mesure la durée entre le moment où vous l'avez mise à l'heure et le moment où vous la regardez. Sauf que cette durée, comme vous l'avez mise à l'heure à un moment que vous connaissez, eh ben, la montre automatiquement additionne la durée qu'elle a mesurée à la date que vous aviez indiquée quand vous l'avez mise à l'heure, et ça vous donne la date d'aujourd'hui. Mais elle, c'est un instrument qui mesure une durée. Oui. Il n'existe aucun instrument au monde qui mesure le temps. Hein, un sablier, ça mesure la durée pour que le temps s'écoule. La montre, ça mesure la durée. Comme une montre oscille avec une période constante en principe, si c'est une bonne montre, cette période, c'est la durée d'une oscillation de la montre. Qu'est-ce qu'elle fait, la montre? Elle compte les oscillations. Donc elle compte le nombre de fois que s'écoule la petite durée de l'oscillation. Donc c'est un instrument qui mesure une durée. Une montre, une horloge, tout ce que vous voulez, que ce soit l'oscillation d'un quartz, l'oscillation d'un pendule, peu importe, c'est à partir d'une certaine durée qui est la période d'une oscillation. Et en comptant ces durées, on mesure une durée. Donc voilà, c'est un instrument qui mesure les durées, qui ne mesure pas le temps. Et cette durée, encore une fois, c'est une manière d'exprimer la longueur de la ligne d'univers que je parcours dans l'espace-temps. C'est quelque chose qui est bien défini dans l'espace-temps, mais encore une fois, la longueur de ma ligne d'univers n'a aucune, entre deux points bien précis, n'a aucune raison de coïncider avec la longueur de votre morceau de ligne d'univers entre les deux mêmes points. Et c'est ça la réponse à ce qu'on appelle le paradoxe des jumeaux de Langevin, par exemple, ou la réponse à l'expérience que je citais tout à l'heure des deux horloges que vous prenez, qui coïncident, dont les indications coïncident parfaitement. Vous en montez une au premier étage, vous la redescendez, ça ne coïncide plus. Parce qu'elles ont chacune mesuré la durée de leur histoire, la durée de leur ligne d'univers, entre le moment où elles se séparent et le moment où elles se retrouvent. Et ces durées n'ont aucune raison de coïncider et elles ne coïncident pas. D'accord. Alors, bon, là, on a fait qu'effleurer le sujet. Il y a pas mal de livres qui en parlent, dont un que vous avez écrit. Oui. Vous pouvez rappeler le nom? Voyage temporel aux éditions du Seuil, je pense qu'avec ça, on peut retrouver le livre. Oui. Ok, donc on va chercher ça. Et j'ai écrit un deuxième livre qui est un peu sur un sujet approchant, qui s'appelle L'âge de l'univers. Parce que la grande question, c'est si le temps n'existe pas, qu'est-ce qu'on appelle l'âge de l'univers? Oui. Et disons, c'est une question un peu particulière dans cette problématique autour du temps, et en s'adressant plutôt à la cosmologie, c'est-à-dire à l'évolution de l'univers, comment on peut dater un événement dans l'univers, qu'est-ce qu'on appelle le temps cosmique, qu'est-ce que c'est que l'âge de l'univers. Donc il y a un autre petit bouquin, peut-être un peu plus abordable, un peu plus facile à lire, mais concentré sur un sujet un peu plus pointu, donc qui s'appelle L'âge de l'univers et qui est aux éditions Humaine Science, qui est une collection de l'édition Humensis. Ok, ça Paru il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Ça marche. Bon, on va mettre les liens en description. Du coup, ça marque la fin de notre entretien. Merci, Marc Lachiez, Merci à vous. pour cet entretien qui était extrêmement intéressant et je pense qu'il va en faire réfléchir quelques-uns. Ben, j'espère, c'est le but. Voilà.